Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce devait être bloquons tout. En effet, c'était surtout cassons tout. La manifestation d'hier qui a réuni 197 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur a surtout été marquée par des violences, affrontements avec les policiers, dégradations. 415 gardes à vue à la fin de la journée, mobilier urbain détruit, poubelles incendiées, tags sur les commerces ou les habitations. Illustration à Toulouse avec le correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier. À côté des abribus détruits, des poubelles à terre ou des grilles de chantier au milieu de la rue, la façade de l'immeuble où vit Roland a fait les frais du passage du cortège. Alors ils ont écrit Macron, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là ? Pognon. Voyons de l'autre côté s'ils ont mis autre chose. Alors peut-être qu'ici il n'y a rien, comme peut-être... Ah ben si, A-C-A, ACAB, A-C-A-B. ACAB, All Cops are Bastards. Comprenez, tous les flics sont des salauds. Différents tags qui, même avec une assurance, vont coûter cher. Il va falloir repeindre, renettoyer comme chaque fois que ça arrive. Consternation et panique même, un peu plus loin, dans la résidence de Zoé. Son téléphone n'arrête pas de sonner. C'est mes voisines. Tout le monde flippe dans l'immeuble. Car un incendie vient d'être déclenché au pied de l'immeuble. J'ai vu beaucoup de mecs avec des cagoules, c'est des casseurs. Il y en a un qui a pris nos 2 poubelles et qui a mis le feu. On a donc sorti le tuyau pour essayer d'éteindre et puis il y a un gros feu qui s'est déclaré. Voilà. Outre ces départs de feu ici, 3 policiers ont été blessés lors d'affrontements en marge du cortège. Toulouse, Charles Lhuillier, Europe 1. La nuit a été calme, excepté une tentative de blocage sur le site Lactalis en Loire-Atlantique. Hier, 850 actions ont été recensées dans tout le pays, dont 250 blocages. Mais avec moins de 200 000 manifestants, Bruno Retailleau l'a dit hier, les bloqueurs n'ont pas bloqué la France, William Molinier. Effectivement, on peut même dire que c'est un échec. À Paris, seulement 14 000 manifestants comptabilisés. C'est très peu au niveau national si on compare aux moyennes des autres journées d'action syndicale. Il y avait hier 75 000 personnes de moins, 100 000 de moins que lors de l'entre-deux tours des dernières législatives. Pas question, en revanche, pour les cadres de la place Beauvau de lever la garde. Déjà, de nouveaux appels à bloquer le pays aujourd'hui et dans les jours à venir sont diffusés car pour l'ultra-gauche soutenue par les Insoumis, l'enjeu n'est pas tant la masse des personnes mobilisées, mais plutôt l'intensité des actions. Leur objectif est de sidérer, de s'emparer de cibles symboliques, une préfecture ou le siège d'une grande entreprise. Hier, les Black Blocs parisiens ont échoué à envahir les rails de la gare du Nord grâce à l'anticipation des services de renseignement. Policiers et gendarmes ont comme consigne de faire cesser tout type de blocage, ne surtout pas laisser s'installer le mouvement qui a désormais en ligne de mire la date du 18 septembre prochain, journée nationale de grève et de manifestation à l'appel de la gauche et des syndicats. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Et c'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu a pris ses fonctions. Hier, son premier déplacement était d'ailleurs à la cellule de crise, place Beauvau, juste en face de l'Élysée. Mais avant, il a reçu dans son nouveau bureau à Matignon, tour à tour, l'ensemble des chefs de file du socle commun, les patrons de Renaissance, d'Horizon et des Républicains. Il doit d'ailleurs les revoir tous ensemble ce matin. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Hier, le nouveau Premier ministre a annoncé la couleur. Il veut une rupture, c'est le terme qu'il a choisi. Et son premier objectif, c'est de resserrer les boulons de l'alliance gouvernementale entre macronistes et républicains, qui a été affaibli par le vote de confiance qui a fait chuter son prédécesseur. Effectivement, l'urgence pour Sébastien Lecornu, c'est d'abord de consolider le socle commun avant de se tourner vers les oppositions et les syndicats. Sur ce point, le nouveau Premier ministre veut se démarquer de François Bayrou, à qui il était reproché de ne pas suffisamment animer l'alliance fragile qui soutenait le précédent gouvernement. Or, la feuille de route de l'Élysée est claire, bâtir des compromis avec ce socle Macronie-LR, tout en négociant la bienveillance du PS, voire même celle des communistes et des écologistes. Le tout en vue d'aboutir à un budget 2026 solide avec une méthode plus directe et offrir aux oppositions des totems, des victoires visibles. Mais Sébastien Lecornu pourrait aller plus loin, conquérir son autonomie face à l'Élysée, ne pas répéter l'erreur de Michel Barnier ou de François Bayrou en refusant tout dialogue avec le RN. On n'en est pas là. En tout cas, le nouveau Premier ministre veut prendre son temps pour constituer son gouvernement. Pas question de précipiter le casting. D'abord les discussions politiques, ensuite les ministres. Beaucoup de poids lourds devraient rester. Mais Sébastien Lecornu l'a promis, il y aura des ruptures, pas seulement sur la forme, aussi sur le fond. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Reste cette question, le Premier ministre répondra-t-il à l'appel de Philippe de Villiers ? L'ancien ministre a lancé dimanche dans le JDD une pétition pour un référendum sur l'immigration, déjà près de 528 000 signatures. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. Nous partons maintenant aux États-Unis. L'Amérique bouleversée après l'assassinat hier au beau milieu d'une université d'un proche de Donald Trump. Counting or not counting gang violence? Great.
Le choc, évidemment, le podcasteur Charlie Kirk animait une réunion publique quand il a été tué par balle devant les étudiants qui débattaient avec lui. Fondateur du plus grand groupe de jeunes conservateurs, il était un fervent soutien de Donald Trump, le président américain. Très affecté, visé lui aussi par un tir en plein meeting il y a un peu plus d'1 an. Il a salué un martyr de la vérité et de la liberté, Rémi Amalvi. Oui, à bientôt 32 ans, Charlie Kirk était devenu l'influenceur incontournable des conservateurs américains en 2012. À tout juste 18 ans, il fonde le mouvement Turning Point USA, point de bascule États-Unis, pour lutter contre l'influence grandissante des idées dites progressistes sur les campus des États-Unis. En parallèle, il prône les idées de la droite libérale. Sa popularité explose lors du premier mandat de Donald Trump, dont il devient un ardent défenseur. Lors du mandat Biden, Charlie Kirk pèse de tout son poids dans le combat contre ce qu'il appelle l'idéologie woke. Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, l'influenceur jubilé. J'ai 31 ans, j'ai une belle vie, se réjouissait-il lors d'une conférence il y a quelques semaines. Ma mission est de défendre l'administration Trump et de m'assurer que J.D. Vance soit élu président en 2028. Entre Instagram, YouTube et X, Charlie Kirk était suivi par plus de 10 millions de personnes en ligne. Depuis 2019, il animait son propre talk show sur Internet. Il continuait aussi à faire le tour des campus américains pour débattre avec les étudiants. Et c'est justement lors d'un de ces événements qu'il a été tué par balle hier à l'université de la Vallée de l'Utah. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Dans un communiqué ce matin, Donald Trump dénonce la responsabilité de la gauche radicale accusée de comparer depuis des années, je cite, des Américains formidables comme Charlie Kirk aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Le président américain a annoncé la mise en berne des drapeaux jusqu'à dimanche soir. Et si on interdisait les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? C'est ce que propose la commission sur l'impact psychologique de TikTok sur les mineurs. Elle rend ses conclusions aujourd'hui et suggère également la mise en place d'un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans de 22h à 8h du matin. Objectif, déconnecter nos enfants, notamment la nuit, afin de protéger leur sommeil. Et pour leur culture générale, vous pouvez les emmener à la cité immersive des fables. Plus de 1000 mètres carrés dédiés à Jean de La Fontaine, à 2 pas des Champs-Élysées. Parcours immersif et sensoriel à la scénographie luxuriante que Sébastien Bordenave a visité pour Europe 1. C'est un immense cabinet de curiosités conçu pour les plus jeunes autant que pour les autres. Supervisé par un comité scientifique d'historiens, la rêverie y a toute sa place aussi, avec des décors végétalisés féeriques, des jeux vidéo, des défis d'adresse, les morales des fables qui résonneront en vous. La plume de La Fontaine est sublimée par écran interposé grâce aux acteurs de la Comédie Française et aussi Charles Berling, Alexandre Astier et Ariel Dombal. Moi, j'ai adoré dans l'enfance les contes. L'enfance pénètre dans le monde par les contes. Donc moi, j'incarne un loup. Mais c'est le loup, le prix à payer pour la liberté. Donc le loup, qui est assez famélique, préfère courir libre dans la forêt plutôt qu'être asservi et avoir un collier comme les chiens. Ça me va bien. Je ne suis pas asservi. Un projet ambitieux, ludique, poétique, tout public, universel et intemporel. Je m'arrête là car tout conteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Sébastien Bordenave, rêvé avec Jean de La Fontaine, la cité immersive des fables qui vient d'ouvrir dans le 8e arrondissement de Paris. Oui. Sachez qu'il y a également une cité immersive à Rouen, mais cette fois elle est consacrée aux Vikings. Oui, on ira faire un petit tour dans la cité immersive des fables tout à l'heure avec Olivier Benkemoun pour le Club Culture Europe 1 tout à l'heure à 8h30. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journée.